On était tous là devant notre télé quand le président de la République nous a parlé de guerre, de mobilisation générale. Donc forcément, comme tous les Français, moi je me suis attendu au débarquement de Normandie. Et puis finalement, on a eu le débarquement de la baie des Cochons. Je m'appelle Vincent Jeanbrun, je suis maire dans la commune qui m'a vu grandir, la commune de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne. Et je suis également président du groupe majoritaire à la région Île-de-France. On a le sentiment avec les collègues qui ont des centres de vaccination que personne n'est à l'écoute des remontées de terrain. Et ça, pour nous, c'est assez traumatisant. C'est-à-dire qu'on peut se dire, allez, la vaccination, c'était compliqué, ça avait déjà été très compliqué, les masques, les tests. Et on se dit, mais à quel moment on apprend de tout ça? À quel moment on se dit, mais ok, on a loupé telle séquence, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. Et quand je dis se rattraper, c'est simplement écouter ceux qui sont sur le terrain et créer des instances d'échange et de dialogue avec les maires, avec les collectivités territoriales, avec des représentants des soignants à des échelles qui sont sur celle du terrain. Et on a l'impression qu'il y a une sourdité du gouvernement, encore et toujours, et c'est extrêmement frustrant. Pour dire les choses différemment, non seulement on se sent muselé dans notre capacité d'expression, parce que dès qu'on fait remonter des dysfonctionnements sur le terrain, on se prend à la figure un ministre de la Santé qui dit qu'on raconte des fables, alors qu'évidemment, je peux vous assurer que c'est très concret, les dysfonctionnements qu'on fait remonter. Quand des personnalités politiques d'envergure nationale s'expriment en se faisant le ou la porte-parole des difficultés qu'on a sur le terrain, on a un président de la République qui arrive à la télé pour dire 66 millions de procureurs. Donc il y a déjà une forme d'affrontement dans la capacité de dialogue et dans la communication. Alors moi j'ai une conviction, c'est qu'il n'est pas trop tard pour réussir cette guerre contre la Covid, il n'est pas trop tard pour réussir la campagne vaccinale, mais pour ça, il faut qu'on se tende la main, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit dans une logique de partenariat. Moi j'ai souvent dit partenaire, pas adversaire, mais ça signifie qu'il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés. Du côté des élus locaux, cette volonté, elle est là, parce qu'on veut sauver les vies, on veut sauver les concitoyens, donc on met tout en œuvre avec nos personnels pour y arriver. Mais on est en droit de se demander quelle est la stratégie du gouvernement à une autre échelle, simplement parce qu'encore une fois, ils refusent de nous entendre. Une chose simple, en fait, il faut passer du duel au duo. Pour passer au duo, ça veut dire contact direct. Pendant la crise, au niveau de la région Île-de-France, c'est pas une petite région, ça fait à l'échelle européenne la taille quasiment d'un pays. On a tenu à être dans un langage complètement direct. Avec la présidente de région, on s'était dit comment on fait pour, dès qu'on a un dispositif innovant, le communiquer le plus vite possible à toutes les collectivités locales. Ça a été la chose la plus simple et la plus efficace qu'on ait jamais faite. On a créé un fil WhatsApp. Un fil WhatsApp qui a permis de la décision à l'information de l'échelon le plus local, c'était un message posté sur un fil WhatsApp. Ça a très très bien fonctionné. Dès qu'on avait une innovation, une nouveauté, on décidait d'une distribution alimentaire pour des étudiants à tel endroit, hop, tout le monde était informé en 2 secondes. Il y avait cet esprit Smart Nation. Et en fait, ce qui est hyper frustrant pour nous, c'est qu'on se dit le gouvernement qui se targuait d'être le gouvernement de la Smart Nation, de l'innovation permanente, aujourd'hui, on est dans une logique totalement verticalisée de l'information et de la hiérarchie. En fait, pour dire les choses simplement, quand on pense Smart Nation, on pense management horizontal. Et au lieu de l'horizontalité de la Smart Nation, on a eu la verticalité de l'ancien régime. Et c'est hyper frustrant d'avancer comme ça sur le terrain. Donc il y a énormément de frustration. C'est vrai sur la campagne de vaccination, c'est tout aussi vrai sur d'autres thématiques hyper importantes qui font l'actualité en ce moment. Je pense notamment à la sécurité, où il y a énormément à dire et à faire, et où là aussi on a le sentiment d'être un peu laissé à nous-mêmes. Et je peux vous donner plusieurs exemples sur le fait que là où l'État aurait dû être le facilitateur absolu, il y a eu au contraire, l'État à travers ses agences, des difficultés, voire des bâtons dans les roues. La première difficulté, elle est simple, c'est la désorganisation totale, puisque pendant un long moment, l'État a dit on va faire sans les communes. Et puis un beau jour, on nous a appelés, début janvier, en disant écoutez, il y a moins d'1 semaine pour créer les vaccinodromes. Donc déjà, ça nous a empêché de faire aussi bien qu'on aurait pu s'il y avait eu un petit peu d'anticipation. Ça a beaucoup été dit, donc j'y reviens pas, mais
faut imaginer la cacophonie que ça a été. Les villes se sont organisées pour être au plus proche des besoins, que ce soit en termes de mobilité, aller chercher les personnes, les repérer, les organiser, etc. Très vite, l'État centralisateur, qui n'était pas dans une logique de confiance avec les collectivités, a eu besoin de créer des outils nationaux qui se sont surimposés à ce qui avait été mis en place. On aurait pu s'en réjouir en se disant, bon bah super, ça va nous permettre d'avoir un fichier centralisé de toutes les inscriptions. Pas du tout. On a payé très cher des partenaires privés comme Doctolib qui ont à peine adapté leurs outils, mais qui n'ont pas créé des outils sur mesure, donc nouvelle difficulté. Résultat, comme il n'y avait pas de fichier centralisé, ça permet à n'importe qui de s'inscrire n'importe où et plusieurs fois. Donc ça a posé des problèmes de logistique extrêmement importants. On a eu la problématique, et ça c'est des remontées terrain qu'on fait depuis le début, est-ce que c'était pas juste très simple de faire une carte de la vaccination comme on a une carte scolaire en disant tel centre de vaccination, c'est tel bassin de population, ce qui aurait permis notamment pour nous de mieux gérer les approvisionnements en doses, la logistique. Pour l'anecdote, dans un centre de ma commune, dans le Val-de-Marne, on a quand même des gens de Saint-Malo, de Chartres et d'ailleurs qui viennent se faire vacciner. Donc il y a une espèce d'incohérence de ce point de vue-là. Et puis plus récemment, vous avez vu les magnifiques coups de com' sur attention, plein de vaccins tombent du ciel pour se faire vacciner pendant le week-end. Moi, j'ai été extrêmement frustré, puisque dans ma commune, on n'a pas réussi à vacciner ce week-end-là, notamment parce qu'on a voulu être dans une logique partenariale avec une commune voisine, faire en sorte que les médecins qui étaient référencés par cette commune et le personnel de cette commune puissent venir ouvrir le centre, notre centre, pendant le week-end. Ça allait bien à tout le monde, le préfet, on avait les doses, on avait les médecins, les infirmières, les agents, etc. Sauf que l'agence régionale de santé a bloqué en disant « Ah oui, mais attention, parce que on va pas pouvoir faire ça n'importe comment, hors de question de remplir des formulaires papier, il faut une inscription en ligne immédiate, donc il faut une autorisation avec une espèce de carte, de clé qui vous donne un accès à la plateforme pour remplir directement. » Et vous comprenez, on est vendredi, la vaccination commence le lendemain samedi, on n'aura jamais le temps de vous donner ces codes d'accès. Donc comme on ne peut pas vous donner les codes d'accès, vos médecins ne pourront pas remplir les fiches en direct. Comme ils ne peuvent pas remplir les fiches en direct, on ne vous autorise pas à ouvrir le vaccinodrome. Vous voyez un petit peu le niveau de folie dans lequel on est. Autre exemple, un EHPAD qui finit sa vaccination, il lui reste des doses sur les bras en fin de journée, un vendredi soir. Ils appellent l'ARS en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces doses? Est-ce qu'on peut les donner au centre de vaccination à côté? Et en fait, l'ARS va leur dire non, parce que, attention, il y a 2 filières de vaccination. Il y a l'ELO pour les EHPAD, il y a l'ELO pour les communes, et on ne va pas réussir à faire le matching. Et ces doses, fort heureusement, n'ont pas été perdues, mais parce que l'ARS a dit faites en sorte de vacciner des soignants si vous pouvez. Et là aussi, les EHPAD se sont retournés vers la ville en disant est-ce que vous avez des fichiers de soignants? Parce qu'en fait, nous, on n'a pas ça. Vous voyez, c'est ce genre de blocages qui sont permanents, quand en plus il n'y a pas des tensions d'ego ou des blocages personnels. Moi, je dois vous dire mon étonnement de voir qu'à chaque fois, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de bagarre entre les représentants de l'État, que ce soit notamment au niveau ARS, et les élus locaux. C'est-à-dire que finalement, quand nous, on faisait remonter un dysfonctionnement, ils le prenaient pour eux. Et résultat, dès qu'ils avaient la possibilité de mettre en avant soit un retard, soit un dysfonctionnement des collectivités, et ils s'en privaient pas. Donc on est très très loin du couple ou du trio État, ARS, région, ville, parce que ça fonctionne pas. Et en fait, cette logique de campagne vaccinale, elle fonctionne parce qu'il y a de la bonne volonté à tous les étages, et surtout qu'on a des agents de terrain et des soignants sur le terrain qui sont extraordinaires, mais on n'est vraiment pas aidé par les aspects logistiques et stratégiques. C'est une belle question qui vraiment est dans le prolongement de ce qu'on se disait, c'est-à-dire que là, on devrait être des partenaires en permanence. On a l'impression d'être, au pire, des adversaires, comme dans le cas de la vaccination, et parfois, effectivement, d'être chacun de son côté, comme c'est le cas sur la sécurité. Donc non, l'État, on n'a pas le sentiment qu'il vienne vraiment en aide aux collectivités locales. Quand parfois il y a des coups de pouce, c'est du coup de pouce un peu spectaculaire, on va dépêcher la gendarmerie dans tel ou tel quartier, mais c'est un coup de com' sur le très court terme. Par contre, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que plusieurs fois, on s'est retrouvés, nous, collectivités locales, je pense aux mairies, je pense aux régions, à aider l'État dans sa mission sans avoir forcément la reconnaissance. Des exemples concrets. Au niveau local, on est en permanence en soutien des commissariats autour de nos collectivités. Parce qu'il n'y a plus de moyens.
n'y a plus de moyens humains, de moins en moins en tout cas. Il n'y a plus de moyens matériels. Dans un commissariat juste à côté de chez moi, les véhicules sont restés au parking, pas faute d'essence comme on a pu en entendre récemment parler, mais tout simplement parce que le portail du parking sécurisé était cassé. Et il a fallu des semaines pour pouvoir le réparer. Les véhicules étaient opérationnels à l'intérieur, le portail cassé. Vous imaginez un petit peu le niveau. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ce sont les collectivités qui viennent en renfort de la police nationale sur des aspects matériels. C'est très souvent nous qui allons refaire la peinture, le carrelage, changer la plomberie dans un commissariat national, parce qu'en fait, l'État n'est plus en capacité de gérer correctement sa police nationale. Donc l'aide, elle vient plutôt de ce côté-là. Il nous arrive même parfois de leur donner du matériel très concret. À côté de ça, vous avez des collectivités comme les régions. La région Île-de-France a été la première à lancer cette initiative, créer un bouclier sécurité. C'est le nom qu'on a donné à ce partenariat entre l'État et la région, où c'est la région Île-de-France qui vient financer l'État et les collectivités locales comme les mairies pour équiper la police nationale, les polices municipales, rénover des commissariats nationaux et des postes de police municipaux. Il faut juste imaginer que ces 5 dernières années, on a financé plus de 1000 gilets pare-balles pour les polices municipales. On a financé la rénovation de 250 postes de police. Tout ça, ce sont des choses très concrètes qui montrent que ce n'est pas l'État qui aide les collectivités, c'est les collectivités qui viennent en soutien de l'État parce qu'il n'est plus en capacité d'agir comme il devrait. À la Île-de-Rose, moi quand j'étais élu maire en 2014, il n'y avait pas vraiment de police municipale, on en a installé une. Et très objectivement, on n'aurait pas pu le faire sans le soutien de la région qui a cofinancé la moitié de nos équipements et le poste de police. À l'inverse, on n'a pas reçu grand-chose de la part de l'État, notamment on leur demande plus d'effectifs et on voit bien que c'est très très difficile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de là aussi d'être un État fort qui vient créer un partenariat local, on est dans le bricolage à nouveau, où chacun fait du mieux qu'il peut. Dans une commune qui a les moyens de se financer une police municipale, on fait des trucs sympas. Dans des villes qui ont moins d'argent, on n'y arrive pas. Donc il n'y a même plus cette égalité de sécurité ou de tranquillité publique sur le territoire, ce qui est effectivement très inquiétant et crée des tensions fortes. Pour donner un exemple concret, on se retrouve dans des situations aujourd'hui où même quand la vie de nos policiers est mise en danger, on n'a plus les capacités de réagir derrière. Je vous donne un exemple. Dans un quartier difficile, on a une patrouille de police municipale qui passe au pied des tours et on a un parpaing, un vrai beau gros parpaing qui est lancé du 12e étage d'une des tours. Le parpaing va traverser de part en part le véhicule. Donc il passe entre les épaules de 2 agents qui étaient assis à l'arrière. Ça aurait pu être un drame terrible. Et des drames comme on en a entendu parler dans l'actualité récemment, que ce soit des bandes ou des actes d'agression vis-à-vis de la police, ou pire, les rixes qui ont défrayé la chronique ces derniers jours. On s'attend à une réponse forte. C'est une tentative de meurtre quand même dont on parle. C'est pas n'importe quoi. Même en appelant les autorités, le préfet, le cabinet du préfet de police, il n'y a pas de réaction parce qu'on nous dit tout le temps la même chose. On n'a pas les équipes, on n'a pas les moyens. Donc c'est extrêmement frustrant, surtout quand vous êtes maire et que dans la tête des gens, vous êtes le premier magistrat de la ville. Donc vous êtes censé assurer la tranquillité. Quand vous êtes employeur et que vous devez assurer la protection de vos équipes, il y a une vraie frustration. Et 2 choses pour aller plus loin, c'est de se dire, aujourd'hui l'État a la capacité de se réformer sans que ça coûte très cher, en donnant des moyens à ses polices municipales. Parce que dans un monde idéal, il n'y a que la police nationale, l'État régalien gère sa compétence. Mais bon, là, il faut être pragmatique. Les polices municipales sont là, elles font du bon boulot. Les élus locaux veillent à ça. Pour qu'on aille plus loin, il y a besoin de 2 choses. Il y a besoin de plus de moyens. Et donc, est-ce que l'État assumera demain de rendre les polices municipales obligatoires et de cofinancer une partie de leurs coûts, parce que ça pèse très lourdement. Et la deuxième chose, c'est donner plus de moyens juridiques à ces polices municipales. Je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui, une police municipale n'a pas le droit de faire du contrôle d'identité. C'est-à-dire que face à un délinquant, un voyou qui aurait un comportement inadmissible, et parfois tout simplement, c'est le cas chez nous, une agression verbale, puis provocation qui va jusqu'à cracher sur les policiers, etc., un policier municipal n'a pas la possibilité de faire un contrôle d'identité. Il est au mieux en capacité de réagir en immobilisant quelques secondes, parce que pareil, on n'a pas le droit de mettre à l'arrêt un délinquant quand on est dans une police municipale. Il faut attendre l'arrivée d'équipages de police nationale, s'ils sont disponibles, s'ils ont la possibilité de venir, etc. Donc ça limite énormément la capacité d'intervention.
Deuxième chose, on a beaucoup de problématiques dans nos quartiers avec des voitures épaves qui très souvent vont servir de cache pour la drogue, etc. Vous vous dites, police municipale, elle passe devant le véhicule, il y a une plaque d'immatriculation, elle peut consulter le fichier des plaques d'immatriculation pour savoir qui est le propriétaire. Eh ben non. On l'espère en cours de réforme, mais pour le moment, un épaviste, n'importe quel épaviste a accès au fichier des plaques d'immatriculation, mais on ne fait pas assez confiance aux villes, on ne fait pas assez confiance aux polices municipales au niveau de l'État pour leur autoriser ce genre de choses. Ça a l'air des petites choses anecdotiques, mais ça pourrait changer considérablement la capacité d'intervenir sur le terrain. Puis moi, j'ai un dernier exemple, et là, c'est vraiment un cri du cœur, c'est que en tant que maire, peut-être en tant que jeune maire, moi j'ai voulu innover. J'ai voulu aller le plus loin possible dans l'équipement de nos polices municipales. On a bien évidemment installé de la vidéoprotection. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Parce que dans certains quartiers, on a des phénomènes d'entonnoir ou de longues voies à sens unique dans lesquelles certaines bandes de jeunes s'amusaient, on va le dire comme ça, à tendre des pièges, à tendre des guet-apens. Vous savez, c'est classique, on met un petit feu de poubelle et on attend que les pompiers arrivent, puis on s'amuse à les caillasser. Drôle d'amusement, vous me l'accorderez. On s'est dit, tiens, on a entendu un exemple de pompiers à Marseille qui utilisaient des drones justement pour aller repérer le secteur en amont pour savoir où était le feu et puis savoir justement s'il y avait des guet-apens de cette nature. Donc la loi n'interdisait pas d'équiper nos polices municipales de drones, c'est important, la loi n'interdisait pas, donc on l'a fait. Et on s'est dit, fort de cette expérimentation, on a formé des policiers spécifiquement, on a donc des pilotes de drones qui permettaient d'aller surveiller ce genre de choses. On s'est dit, ça va faire exemple, ça va faire école, et puis on va pouvoir avoir un cadre qui autorise ces règles. Non, l'État, principe de précaution immédiatement, qu'est-ce que c'est que ça? On ne connaît pas, quid de si jamais ça tombe, la responsabilité des uns et des autres, et maintenant c'est interdit. Donc on a un magnifique drone qui a été très utile, qui maintenant est au placard, parce que l'État finalement ne nous fait pas confiance. Et ça c'est extrêmement frustrant pour nous, alors que évidemment on ne fait pas n'importe quoi, drone homologué, parachute en cas de chute, capacité d'évitement, enfin on fait des choses sérieuses. Donc moi je suis dans l'interpellation de l'État en disant donnez-nous des marges de manœuvre, si possible donnez-nous les moyens d'aller plus loin dans notre capacité à sécuriser. On sera, en tant qu'élus locaux, responsables, parce qu'encore une fois, nous, on est à portée d'engueulade, et je peux vous assurer que si les policiers commencent à se comporter comme des cow-boys, parce que c'est ça, une des craintes, c'est de dire, oh là là, ça va devenir la milice privée de tel ou tel élu local. Et, nous, on rencontre tous les jours devant les citoyens, donc si jamais il y a le moindre dérive, je peux vous assurer qu'on se prend une paire de baffes, et surtout, il y a des élections intermédiaires pour nous mettre dehors, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et surtout, il faut faire confiance aux hommes et aux femmes qui font le choix de s'engager et de mettre l'uniforme, parce que il faut juste se rappeler d'une chose. Quand vous avez un voyou en face qui a envie de casser du bleu, casser du flic, il se fiche de savoir si derrière le mot police, il y a national ou municipal. Donc, on demande le même sacrifice, la même prise de risque à ces agents, il faut leur faire confiance. C'est fondamental. Et en plus, on parlait des phénomènes de bande, parce que ces policiers municipaux sont à proximité, parce qu'ils sont sur le terrain, ils repèrent facilement ce genre de choses, ils voient qui les compose, ils voient comment aller chercher des informations détournées. Alors encore une fois, la police municipale, c'est pas une police d'enquête, c'est pas le sujet. Mais on a des remontées terrain qui sont très différentes d'un équipage de police nationale qui passe de temps en temps faute de moyens. Donc là, encore une fois, il faut passer vraiment au partenariat, il faut créer un pacte de confiance. Je crois d'ailleurs que ce sera un des enjeux majeurs de la prochaine élection présidentielle. Celui qui saura tendre la main aux collectivités locales aura une vraie assise et des vrais relais, parce que c'est une attente très forte. Il y a quelque chose qui s'est brisé ces dernières années, et il est vraiment temps de le reconstruire. Des blocages juridiques, on en a un peu tous les jours. Alors, c'est pas tant blocage qu'une logique de suradministration, surprotection. La France a inventé ce concept de principe de précaution qui est un peu fou, où on a l'impression que avant d'agir, il faut avoir anticipé toutes les conséquences potentielles. Et ça amène à une logique où celui qui est en infraction, celui qui squatte, celui qui cambriole, celui qui dégrade, est d'abord considéré comme une victime potentielle du système. Je dis ça parce que on a le sentiment
on a plus d'égards pour celui qui est délinquant et qui tombe sous le coup de la justice que parfois la victime elle-même. C'est le cas quand on parle, et ça avait fait l'actualité, de squat chez des individus, où on se dit, attention, si la personne squatte, elle devient quasiment locataire de fait. Et ça, moi, ça m'avait énormément choqué dans mes premières années de maire, c'est de découvrir à quel point le système était protecteur pour celui qui abuse du système. Très concrètement, si demain je viens avec ma petite ruelle et mes parpaings à l'arrière de votre jardin construire un cabanon, imaginez, vous partez 15 jours en congé, puis vous revenez, avec quelqu'un qui construit un cabanon dans votre jardin, concrètement, vous ne pouvez plus me mettre dehors si j'ai passé les 48 heures, et j'ai même le droit d'aller me faire installer une ligne électrique. C'est éminemment choquant quand on parle de particuliers. C'est encore plus choquant quand on sait que la réponse de l'État, c'est de dire non, on ne va pas mettre la personne dehors tant que toutes les procédures d'expulsion, de droit n'ont pas été mises en place. Mais par contre, il existe un fonds d'indemnisation pour vous compenser la perte éventuelle de loyer. Faut imaginer la logique. Ça veut dire qu'en gros, on accepte le squat et on met à la limite une espèce de petite compensation. C'est d'autant plus vrai quand vous avez, c'est le cas dans ma commune, des squats de bâtiments publics, voire des squats de terrains vagues par des campements de Roms. C'est deux cas différents, mais on a des bâtiments qui sont voués à la destruction puisqu'on va devoir construire une école dessus. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un projet immobilier X ou Y, c'est vraiment une école. On s'est retrouvé dans une situation où l'État, là aussi, au lieu d'être partenaire, nous dit « Attends, vous pouvez pas faire n'importe quoi. » Là, ils demandent de l'électricité pour connecter leur squat. C'est de droit. Ils ont le droit de le faire. Et puis, ils ont le droit à l'eau quand même, parce que sinon, c'est pas drôle. En fait, on s'est retrouvés, nous, quasiment mis en accusation, nous, communes, de mettre en place le minimum vital pour des gens qui sont dans l'illégalité. Et ça, pour moi, c'est évidemment incompréhensible, et je pense que pour nos concitoyens, c'est insupportable. On a un campement de Roms qui bloque donc la construction d'un nouveau quartier dans lequel il y a cette école, qui est en train de construire ce campement une véritable usine à ciel ouvert, une fonderie à ciel ouvert, donc avec tout ce que vous pouvez imaginer de pollution de l'environnement et des sols. Donc vous imaginez construire ensuite un quartier là-dessus, avec une volonté qui était la nôtre de ne pas laisser le campement grandir. Pour dire les choses simplement, au départ, il y avait 3 cabanons. 3 cabanons avec moins d'une vingtaine de personnes. On s'en rend compte, ces cabanons ont plus de 48 heures, donc on n'a pas le droit de les casser sans avoir terminé la procédure d'expulsion. Très bien. Mais évidemment, le terrain est assez grand et on se dit il va falloir empêcher des constructions complémentaires. De là, on a un partenariat avec la police nationale qui fait que tous les 2 jours à peu près, on passe avec des équipes, y compris des services techniques de la ville, pour démonter toute tentative de nouvelle construction. Ça se passe à peu près bien pendant plusieurs semaines. Et arrive le moment où, évidemment, des associations très bien intentionnées, comme Rome Europe, pour ne pas les citer, va mettre en demeure le préfet et la commune, comme je vous le disais, de créer un cadre plus favorable pour la communauté qui squatte à cet endroit-là, donc l'eau, les toilettes, etc. Et là, on sent l'État paralysé, en se disant « mince, l'association est là, mobilisée, ils nous attaquent tout le temps en justice, donc on ne peut plus prendre de risques. » Et à partir de là, la police nationale aura ordre de ne plus accompagner les services de la ville pour démonter les nouvelles cabanes. Et on est passé comme ça en quelques jours, sous les applaudissements de ces gens qui sont là sans titre, sans droit ni titre. Quand je dis applaudissements, c'est que quand ils ont vu la ville se retirer en fait, en capacité d'intervenir, ils ont applaudi, ils ont crié victoire. Et on est passé de 20 personnes à un camp de plus de 200 personnes en permanence, avec un roulement qui fait qu'il y a quasiment 400 personnes qui passent en permanence sur ce camp, et un projet d'école qui va prendre des mois, pour ne pas dire des années de retard. Et là, on est typiquement dans l'impuissance de l'État à agir et dans le fait qu'une collectivité comme la mienne a pu se sentir abandonnée avec ce type d'exemple. Et je ne vous parle même pas de l'état d'esprit de la population autour qui se dit, mais en fait, pourquoi nous, on respecte encore les règles et les lois si d'autres qui n'en respectent aucune ont une liberté d'agir, d'aller et venir sans aucun problème. Donc il y a des vrais enjeux de réconciliation entre les collectivités locales et l'État. Si on ne réussit pas ça, je suis très inquiet pour l'avenir de la France.
La crise sanitaire, je l'ai vécue de trois façons. Je l'ai vécue avec, comme beaucoup de celles et ceux qui ont eu des responsabilités dans cette affaire, énormément d'adrénaline. Je ne vais pas dire que j'y ai pris du plaisir, c'est pas le sujet, mais vous dire que une crise, c'est extraordinaire. Et quand vous vous engagez dans la vie politique, que vous avez un engagement citoyen, je pense que c'est la même chose pour les soignants, se dit c'est dans ces moments-là qu'on est le plus utile. Donc c'était extraordinaire et ça me marquera pour le restant de mes jours. Je l'ai vécu aussi avec une forme de sidération et d'angoisse en voyant la désorganisation. Et de semaine en semaine, voyant que en fait, rien n'était calé, structuré, qu'il n'y avait pas de ligne de conduite, qu'on était dans le bricolage permanent, c'est une forme de déception, parfois même une forme de colère, de se dire c'est pas possible, c'est pas la France. La France, elle a les capacités de gérer ça, bon sang. Qui prend les décisions dans ce pays? Pourquoi est-ce que c'est pas suivi des faits, etc. Donc ça, j'aime mon pays, c'est aussi pour ça que je me suis engagé, mais je peux vous dire que cette crise me marque aussi pour longtemps sur le fait qu'on n'est plus au niveau et que très probablement on est en train de mourir étouffé sous des couches et des couches de bureaucratie qui nous rendent totalement inefficients et inefficaces. Puis à titre personnel, deux choses. La première, ça peut paraître dingue, mais quand on est élu local, on passe sa vie dehors, on est rarement chez soi, puisqu'en journée, vous gérez les dossiers de la collectivité, et puis en soirée et le week-end, vous voyez les gens quand ils rentrent chez eux. Là, entre les confinements, les couvre-feux, moi j'ai redécouvert finalement des temps de partage avec ma famille qui font du bien. Et je pense que cette crise aura aussi des effets positifs à terme parce que ça a permis, au-delà de mon cas personnel, à plein de Français, à plein de concitoyens de remettre, de sortir un peu peut-être d'une certaine routine et de reposer des fondamentaux. Je pense qu'on ne retournera pas à la vie d'avant. J'espère qu'on retournera à la vie normale, mais il y a des choix que les gens seront peut-être amenés à faire différemment. Et il y a beaucoup de sacrifices qu'on fera peut-être plus de la même façon aussi. L'équilibre entre vie de famille, vie professionnelle, l'équilibre entre la ville et la nature. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui en seront transformées et transformées durablement. Donc j'y vois une petite pointe d'espoir, et ça, pour moi, c'est fondamental. Et puis la dernière chose, peut-être, c'est que je sors il y a une quinzaine de jours du Covid, de la Covid, on a fini par être touché avec ma famille. Et fort heureusement, on s'en est bien sorti. Mais on voit aussi qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Et donc c'est aussi une façon de dire à nos concitoyens, personne n'a le droit de vous infantiliser. Mais par contre, pensez à vos proches, parce que cette maladie, elle est plus vicieuse qu'on peut l'imaginer. Donc soyons prudents. On peut encore gagner, mais ça sera une victoire collective. Sinon, ça ne sera pas une victoire.